Ne vous fiez pas à l'air apaisé de ces deux hommes qui cuisinent avec complicité un plat traditionnel de la Réunion, la terre de leur enfance. Paul et Jacques Vergès, frères quasi-jumeaux, nés en Indochine d'une mère vietnamienne et d'un père français, ont traversé le XXe siècle la rage au cœur et la lutte contre les injustices en bandoulière. C'était des personnes extrêmement puissantes. Mais puissantes comme on peut le dire de Victor Hugo. Au moment où la France se séparait douloureusement de son empire, ils ont été tour à tour les disrupteurs et les emmerdeurs de la République. Ces deux frères mènent tous les deux des destins singuliers, s'affranchissant des normes, des autorités. Tous les deux sont révolutionnaires. Jacques, l'un des avocats les plus brillants de sa génération, a défendu avec passion les indépendantistes du monde entier, justifiant l'usage de la violence. J'ai défendu les deux amis de Carlos devant un tribunal qui avait devant lui un dossier rempli de mensonges. Provocateur et jusqu'au boutiste, il a fini sa vie avec un surnom accroché dans son dos pour l'éternité. Avocat de la terreur. Gauche, droite, extrême droite. Il y a une constante, c'est l'anticolonialisme. Et qu'il a contracté dès l'enfance avec son frère. Grande voix des Outre-mer, Paul Vergès va construire sur l'île de la Réunion un parcours de militant anticolonial qui flirtera avec l'indépendantisme. Il n'aura de cesse d'exalter la singularité réunionnaise, tout au long d'une carrière politique à la longévité hors norme. La vie ne les a jamais éloignés. La mort les a finalement séparés. Deux frères au destin croisé exceptionnel, avec un rêve commun, la libération des peuples opprimés. Ma mère était petite, mignonne. Nous étions souvent, mon frère et moi, dans sa chambre. Et puis un jour, on nous a interdit d'entrer dans cette chambre. C'est le souvenir que j'ai de sa mort. Elle est morte très rapidement. Et c'est quelque chose qui a marqué toute ma vie. Mais qui était compensé, c'est pas le mot exact, par une présence énorme de mon père. Privés très tôt de leur mère, Paul et Jacques sont élevés par leur père, le docteur Raymond Vergès, ancien consul de France en Thaïlande. Les Vergès ont élu domicile à Helbourg, au cœur de la montagne réunionnaise. Vivant dans une atmosphère protégée, le docteur Vergès ne cache pourtant rien à ses deux fils de l'effrayante misère qui règne à La Réunion. Devenu docteur papa, docteur des pauvres, cette misère interdit à Raymond Vergès de faire payer ses consultations. Elle va le pousser à entrer en politique. Tous les malheurs du monde arrivaient à la maison. Des lépreux, des gens atteints d'éléphantiasis. Mon père était hanté par cette misère. Il était dans des associations, il s'est engagé dans le syndicalisme. Puis, il a créé l'embryon d'un parti communiste. Dans la période du Front populaire et tout, il nous emmenait aux manifestations au port. On voyait tous les gens brandissant le poing et chantant l'Internationale, etc., face au gouverneur. Et au milieu, il y avait mon père qui nous conscientisait. Jacques et Paul sortent de l'adolescence munis d'un double héritage. Français et engagés à gauche, à la fois révoltés contre les injustices et avides de liberté. Les bouleversements qui s'annoncent vont les faire entrer dans l'âge adulte. Quand nous avons obtenu notre baccalauréat, on avait 16 ans, et la guerre s'annonçait. Et notre père, on lui dit on veut s'engager. Et il n'a pas essayé de nous retenir. Servir sous les ordres d'un général condamné à mort par le gouvernement légal, sinon légitime de son pays, me semblait un plaisir énorme. Pour moi, c'était le type qui dit non. J'ai toujours admiré les gens qui disent non.
De Gaulle, la leçon qu'il m'a donnée, c'est de dire non. Vergès est un combattant de la France libre à 17 ans qui prend le risque, avec son frère jumeau, de prendre le bateau pour Londres. Ils n'étaient pas si nombreux à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs ce qui lui donne une grande autorité, puisqu'il dit toujours aux gens qui l'attaquent « Vous étiez tous à Vichy, alors fermez vos gueules ». En plus, la guerre me semblait une aventure à courir aussi. Je ne pensais pas que les gens pouvaient se battre sans que je me batte également. Et je discute avec Jacques, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il me dit, moi, aller dans une unité combattante. Il a fait le débarquement dans le sud et il a fini sergent dans l'artillerie. Moi, j'ai choisi d'aller chez les parachutistes. J'ai fait toute la guerre sans nouvelles de mon frère. Et lui-même n'en avait aucune de moi. La guerre nous a donné très grande confiance en soi. Parce qu'on a vu des choses, on a fait des choses, et à partir de ce moment, on se dit, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Démobilisé après 3 ans de guerre, alors que Jacques est resté à Paris pour commencer ses études, Paul Vergès rejoint son père Raymond à La Réunion pour s'engager dans le combat politique, sous la bannière du Parti communiste. Mesdames, messieurs, Raymond Vergès, député de La Réunion, fait voter en mars 1946, en compagnie du Martiniquais Aimé Césaire, la départementalisation des vieilles colonies d'outre-mer. Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. Devenus départements français, ils espèrent de la métropole des mesures fortes pour sortir de leur sous-développement chronique. Les patrons réunionnais de l'industrie sucrière s'en foudragent. La départementalisation remet en cause 3 siècles de mainmise coloniale sur les richesses de l'île. La droite réunionnaise, alliée traditionnelle du patronat, alimente leur colère. On est dans une classe qui a fondé son pouvoir et sa richesse sur l'esclavage et ensuite le statut colonial et ensuite le capitalisme postcolonial. Elle n'a aucun intérêt à ce que ça change, mais aucun, et puis elle est profondément raciste. Paul et Raymond Vergès ont un ennemi désigné, Alexis de Villeneuve, le chef de la droite réunionnaise. La violence politique gangrène l'île, et avec les communistes, les affrontements sont violents et quotidiens. Villeneuve décide alors d'organiser une réunion publique devant la cathédrale de Saint-Denis de la Réunion, en face du domicile des Vergès. Paul Vergès organise alors une contre-manifestation. Les coups commencent à pleuvoir. Alexis de Villeneuve s'écroule, frappé d'une balle en plein cœur. L'arme qui a tué Alexis de Villeneuve est la propriété de Raymond Vergès. 3 semaines après son retour à La Réunion, Paul est arrêté, ce qui met un terme provisoire à ses ambitions politiques. Jusqu'à la fin de sa vie, Paul Vergès a toujours clamé son innocence pour cet assassinat. Il fallait à tout prix que celui qui la batte soit à son contact direct. Or, personne ne dit que j'ai été à son contact. Après plusieurs mois de prison, Paul Vergès est transféré à Lyon pour y être jugé. Il y a une décision de la cour d'assises de Lyon qui condamne Paul Vergès à 5 ans d'emprisonnement avec sursis pour cet assassinat. Paul Vergès a toujours trouvé que c'était étrange d'être condamné à 5 ans avec sursis pour un assassinat et d'être amnistié dans la foulée. Ressorti libre du tribunal, Paul ne peut retourner à La Réunion. Pour se faire oublier, il intègre alors les rangs de la section coloniale du Parti communiste à Paris. Devenu pour ses ennemis Vergès l'amnistié, l'affaire de Villeneuve laissera des traces qui le poursuivront pendant toute sa carrière politique. J'ai assisté au procès. À l'époque, j'ai trouvé que la défense était pas mal. Avocat, j'ai trouvé qu'elle n'était pas à la hauteur. Il y avait un procès du colonialisme à faire. Exactement. Ils l'ont pas fait. En pleine guerre d'Indochine, l'anticolonialisme, c'est la grande affaire de la jeunesse militante. Jacques et Paul Vergès, réunis à Paris, s'y engagent pleinement. Les révolutions nationales deviennent autant d'épisodes de la révolution mondiale. Le communisme, inspiré par Staline, est à son apogée et soutient les luttes indépendantistes, d'où qu'elles viennent.
je vais militer au quartier latin parmi les groupes d'étudiants coloniaux. Les Khmers, par exemple, dont certains deviendront illustres par la suite, les Vietnamiens, les Nord-Africains, les Algériens. Ah, c'est une atmosphère très militante. Vous parlez souvent du fait que les gens voudraient que tous se ressemblent. Ils trouvaient normal que des pays défendent leur culture, leur tradition, des convictions anticolonialistes qui l'ont porté toute sa vie. En 1954, il me faut prendre une profession. Et la profession à l'époque la plus rapide à prendre, la profession libérale, c'était avocat. Avec une profession libérale, je pourrais, au moins à La Réunion, qui est mon pays natal pour ainsi dire, m'occuper de problèmes de droits ouvriers, de diffamation, de procès politiques. Quand on est arrivé au palais, Jacques et moi, on a prêté serment, je crois, le même jour. En tout cas, on s'est bien connus à ce moment-là. Moi, je ne le connaissais pas avant. Les gens savaient quand même qu'il était communiste. Il était même un communiste assez important. Et donc, ça choquait un peu. Ici, le racisme n'a pas joué, je dois le reconnaître. Ni l'anticommunisme, puisque j'étais eurasien et membre du PC, et j'ai été à mon premier concours nommé premier secrétaire de la conférence du stage. Je suis présent avec lui lorsqu'il passe son 3e tour, c'est-à-dire le moment où on va être élu secrétaire de la conférence ou pas. Et il fait un discours absolument époustouflant. Et ne réclame plus aucun courage. Les hommes voient s'étendre sur eux le souffle moisi des grandes tromperies. J'ai été fasciné par sa maîtrise, parce qu'il y avait une éloquence qui n'était pas lyrique, mais qui était un exposé clair, précis et fort, dit sans note, évidemment, et qui a remporté immédiatement le prix. Après la perte de l'Indochine au bout de 8 ans de guerre, la France de la 4e République ne se résout toujours pas à lâcher ses possessions coloniales sans éviter la violence. À la fin de l'année 1954, en Algérie, la guerre s'engage entre la France et les indépendantistes du FLN. Pour Jacques Vergès, c'est l'heure de vérité. J'ai vécu dans un pays colonisé. Je me suis fait avocat pour avoir une profession libre et je me suis consacré entièrement à la défense des opprimés aujourd'hui qui luttent pour l'indépendance de leur pays. C'est alors que mes frères algériens m'ont demandé de les défendre. Après 1 an de stage à plaider dans des affaires d'avortement illégaux, Jacques Vergès va mettre ses convictions anticoloniales à l'épreuve d'une justice militaire de plus en plus expéditive. Il va prendre la défense des combattants du FLN, arrêtés et torturés pendant la bataille d'Alger. De nombreux suspects ont été arrêtés aux fins d'interrogatoire. L'objectif numéro 1 du général Massu est de s'opposer à ce que la Casbah puisse être le quartier général du terrorisme algérien. À Alger, la première affaire qu'on me confie, c'est celle de Jamil. Elle a été arrêtée, après avoir été blessée. Elle est tombée, une balle lui est rentrée par le sein et sortie derrière. On l'a conduite à l'hôpital, on lui a fait des points de suture. Et puis ensuite, on lui a rouvert les points de suture à coups de poing. Après avoir passé quelques semaines chez les parachutistes de l'armée française, avec tout ce que cela comporte, on m'a présenté un juge d'instruction. Et c'est là où j'ai connu Maître Vergès. J'ai été accusée de terrorisme. Et je crois que Saint-Just a dit que le terrorisme est la justice du peuple. Elle est accusée d'avoir déposé la bombe dans un café, le Milk Bar. Et le procès va se dérouler donc en juillet 1957. Je vois comment le procès se déroule. Des paras qui poussent des cris d'oiseaux dans la salle, qui insultent. Et je me dis, on va vers une condamnation à mort si on joue le jeu de l'accusation, c'est-à-dire si on discute des charges. Moi, je vais discuter qu'on a torturé. Elle me dit, écoute, tu comprends,
Ces gens-là, ce sont des combattants que nous défendons. Moi, il dit, je crois que le procès, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Il faut se battre. Le procès devient un combat. On mène un combat contre les juges y compris. C'est un discours de rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue avec le tribunal. On plaide pas les éléments de l'accusation, on accuse. Vous avez torturé sur le lit d'hôpital. Un médecin s'est déshonoré. Le commissaire de police, monsieur le commissaire, vous avez fait un faux. Utiliser le tribunal pour nous adresser à l'opinion. C'est le procès de rupture. C'est pendant le procès de Djamila Bouhireb que Jacques apprend de son frère Paul le décès de Raymond Vergès, le pater, usé par le paludisme. À la mort de son père, Paul, revenu dans l'île depuis 3 ans pour insuffler un discours anticolonial dans un parti communiste qu'il juge trop timoré, doit choisir son camp. Se battre pour l'indépendance de la Réunion, comme le lui dictent son cœur et la conduite de Jacques, ou rester dans la République, comme le souhaitait son père. On a envie de couper le cordon, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, parce que l'histoire de la population de la Réunion, son peuplement, fait que, malgré le système colonial, les Réunionnais restaient attachés à la France. Et cela ne venait pas à leur esprit de dire qu'on coupe avec la France. Aucun Réunionnais ne demandait l'indépendance. C'est un rêve irréaliste. Et c'est pour ça que dans cette décolonisation à l'échelle du monde, alors que tous les autres choisissent l'indépendance, nous, on demandait l'autonomie. Paul Vergès l'a bien compris. Malgré la misère, malgré le racisme, malgré la choquante domination économique des patrons de l'industrie du sucre, les Réunionnais ne veulent pas se séparer de la France. Pragmatique, il va créer le Parti communiste réunionnais, indépendant de Paris, avec une direction assumée par Vergès lui-même. Il a désormais les mains libres pour mener un combat anticolonial inédit, s'affranchir définitivement de la tutelle de la métropole. C'est le combat d'inspiration communiste pour l'autonomie dans la République. Il y a des projets dans le programme, autant qu'est-ce qui va se faire dans l'artisanat, la pêche, l'agriculture, l'éducation, la recherche, les sciences. Ça couvre tous les champs sociaux, sauf la défense et les affaires étrangères sont laissées à l'État. Il y a toute une partie du peuple réunionnais qui adhère à cet objectif. La richesse de l'analyse de Paul Vergès a été de tenir compte de l'histoire du territoire pour lequel il s'exprime. La Réunion n'a rien à voir avec l'Algérie ou la Tunisie. Nous voulons en finir avec la situation coloniale de notre pays. Et nous voulons qu'à tout prix, l'aspiration à la dignité, à la responsabilité de la direction de notre pays se concilie avec notre volonté de rester dans la République française. C'est cela l'autonomie. À Alger, le tribunal militaire réuni pour juger Djamila Bouhireb a rendu son verdict. Il n'a pas été sensible à la stratégie de rupture de Jacques Vergès et a condamné la jeune femme à la peine de mort. Elle est une parmi les 1500 condamnations à mort qui seront prononcées par la justice française pendant la guerre d'Algérie. Alors que la guillotine a commencé à faire son office dans la cour d'honneur de la prison Barberousse au centre d'Alger, le sort de Djamila est suspendu à la campagne de presse menée par le jeune avocat. En rentrant en France, et je dis aux confrères, il nous faut toucher l'opinion. Autrement, on est perdu. Et je dis, il y a un élément qui me semble passionnant dans cette affaire, c'est une chance pour une révolution
que de prendre le visage d'une jeune fille. Je lui disais, mais enfin, Jamila Bouhired est condamnée. Il me dit, oui, mais ils ne l'exécuteront pas. Il dit, parce que ce procès, tel que je l'ai mené, ça fait un bruit considérable dans le monde. La torture par l'armée française est aujourd'hui au cœur de l'information mondiale. En fait, c'est une victoire. Pour moi, être condamné à mort, c'était l'espoir. Et un régime qui condamne à mort des patriotes qui veulent l'indépendance de leur pays, à mon avis, est voué à l'échec. On a vu le résultat. Le Pandit Nehru, Ho Chi Minh, le maréchal Voroshilov. Les députés travaillistes anglais font une pétition. Et il y a un film de Youssef Chahine qui mobilise toutes les foules arabes, intitulé non pas Jamila Bouhired, mais Jamila l'Algérienne. La prisonnière est devenue un symbole. La révolution a le visage d'une jeune fille. Une jeune fille a le visage de la révolution. Et puis le résultat arrive. Avant même l'arrivée de Gaulle, Coty est forcé de gracier. Jamila n'a pas été exécutée, il en a profité après la guerre pour l'épouser. Après la ratification de l'indépendance de 1962, Jamila est une star en Algérie. Pour elle, Jacques Vergès va se convertir à l'islam et s'inscrire au barreau d'Alger. Sa carrière ne fait que commencer. Après son frère Jacques, Paul Vergès va devenir lui aussi un ennemi intime de la République gaulliste. Le général de Gaulle, débarrassé du problème algérien, veut désormais sécuriser les départements d'outre-mer, ce qui reste de l'empire colonial, sous la menace d'une prise de pouvoir par la gauche communiste. Le 5 mai prochain, des élections législatives partielles se dérouleront dans l'île de la Réunion et c'est dans la première circonscription que se présente M. Michel Debré. La droite blanche réunionnaise n'est plus assez forte. Il n'y a pas de dirigeants suffisamment forts blanc de droite à La Réunion pour s'imposer. Donc Michel Debré, qui s'opposait lui à l'indépendance de l'Algérie, qui était pour l'Algérie française, on n'allait pas le laisser comme ça. Donc on lui dit, tiens, il y a un endroit là, à La Réunion, va reprendre ça en main, il y a un chef communiste que tu dois abattre. Michel Debré a impulsé toute l'argumentation que les communistes réunionnais qui réclamaient l'autonomie de la Réunion. Pour lui, l'autonomie, c'est un prétexte pour l'indépendance et permettre à la Réunion de rallier le camp de Moscou. Le problème est très simple. Ou vous votez pour M. Michel Debré pour la France, ou demain vous êtes russe. Vous voulez vous séparer de la France? Vous voulez l'indépendance? Vous irez à Moscou, et là-bas c'est le goulag, etc. Bon. Vergès était un héros pour toute bande militante communiste, la Réunion en général. Chaque fois qu'on avait réunion, et on avait une réunion politique à réunion communiste, quand Vergès était gagné, tout le monde était content quand Vergès y vient. Il veut le bon Dieu direct, voilà. Pour mon papa, pour nous qui m'amaient, il était un héros parce que bonnes élections, même les élections fraudées, le Parti communiste, il arrive quand même 33% tout le temps, alors que était compliqué parce que t'es le système majoritaire. Il y avait fraude, il y avait néavis, il y avait bataille, il y avait coup de fusil, il y avait tout ça là. Il y avait le coup de force dans les bureaux. On expulsait les mandataires. Il y avait le bourrage d'urnes. Il y avait des listes électorales complètement trafiquées. On ajoutait des noms, on mettait des morts, etc. avec la complicité de la préfecture et de la plupart des maires en place. Dans toute la commune, toutes nous les privés de nos cartes électorales. Moi, j'étais conseiller municipal, moi, les privés de ma carte. Sadla, était conseiller municipal, il est privé de sa carte. Pour quelle raison? Parce que nous sommes communistes. Bien sûr, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. On a dénombré dans notre camp une douzaine de morts.
Un des camarades martyrisés, tué, il a été tué dans un bureau de vote par les CRS, au moment où on dépouillait les résultats. C'est comme ça qu'on menait les élections. Le 5 mai 1963, Michel Debré est élu député de La Réunion avec 80% des suffrages. Mais battre son adversaire communiste ne lui suffit pas. Il lui faut aussi l'humilier. Pour avoir reproduit des articles de l'Humanité sur la torture en Algérie dans Témoignages, l'organe du Parti communiste réunionnais, Paul Vergès est inculpé 43 fois pour atteinte à l'intégrité du territoire, sédition et délit de presse. Condamné à 14 mois de prison, il refuse de se soumettre à la justice. Tous les recours étant épuisés, il entre en clandestinité. Connu comme je suis connu à La Réunion, dans une île aussi petite, je fais une protestation de principe, mais ils finiront par m'arrêter au bout de quelques jours, de quelques semaines. Mais ça a duré 28 mois. Il connaît les cachettes partout, La Réunion, il circule, il déplace. Il reste pas à une seule place. La loi est rodalée. Camionnette, la gendarmerie, tu sais, rodalée. On a eu quand même, nous, des perquisitions à la maison très rapidement, pratiquement tout de suite. Et puis on était suivis, ma mère était suivie. On allait à la plage où il y avait 3 gendarmes derrière nous, enfin 3 flics derrière nous. Les gens étaient interrogés, les gens étaient arrêtés, où est-ce qu'il est? Il arrive à la case et le soir, sur le tas, nous encore maman, nous commence à dormir. Nous entendons, il cogne la porte. Doucement, camarade Georges, mon papa t'appelle Georges. Et là, ils se causent pour aller cachetter plus loin. Bien sûr, ils ne cachent pas dans la case. Qu'il était bien secret, tout ça là. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Parce que ça m'a permis de voir ce qu'était la solidarité des camarades. Je me suis promené dans toute l'île. J'ai fait des meetings dans toute l'île. Ce que voulait démontrer mon père, c'était que le peuple était avec lui. Toute une partie du peuple était avec lui. 2 ans après le début de sa cavale, Paul Vergès finit par se rendre au procureur de La Réunion. En ridiculisant les institutions de la République, il a atteint son objectif. Montrer aux Réunionnais qu'il est prêt à se sacrifier au nom de la lutte pour l'autonomie. Et si légende Paul Vergès il y a, elle s'est construite pendant ces 2 années de clandestinité. Alors que sous les hurrahs des militants communistes, il est transféré à Paris, où il bénéficiera d'un non-lieu. De son côté, en compagnie de Djamila, avec qui il a maintenant 2 enfants, Jacques rencontre pendant la décennie tous ceux qui comptent dans les mouvements révolutionnaires. De Mao Tse-tung à Mandela. Mais malgré son activisme, Jacques Vergès s'ennuie. Son cabinet d'Alger le cantonne au divorce et aux accidents de voiture. La cavale de 2 ans de son frère Paul lui aurait-elle donné des idées? À l'époque, j'ai quelques rapports avec Jacques. Et je vais le revoir parce que je suis un des animateurs d'un meeting qui va se faire sur ce qui se passe déjà en Palestine, de ce qui se passe dans un certain nombre de pays africains, etc. Et Vergès me dit, mais attends, moi je veux venir à ton meeting, j'ai des choses à dire. Alors il vient à ce meeting, il prend la parole, il va repartir à Alger, mais on se donne rendez-vous, on dit on s'appelle dans les jours qui viennent, enfin... Le départ classique. Et il devait revenir un jour de février, je me souviens plus quand, et on va à l'aéroport, je vais avec Djamila, et il n'est pas dans l'avion, enfin il ne descend pas de l'avion. Donc on repart à l'appartement, et on se dit, c'est Jacques, il a des choses à faire, enfin peu importe. Il était quand même avocat, il avait des tas de trucs, quoi, je veux dire. Et 3 jours après, je reçois, ça je m'en souviens parfaitement, un coup de téléphone d'un de ses amis avocats, qui s'appelait Jean-Claude Quin. Il me dit, je suis très inquiet parce que Jacques a disparu. Il doit avoir un certain nombre d'inimitiés fortes. Est-ce qu'il n'aurait pas été enlevé et tout? Et on décide de faire passer un entrefilet dans le journal du dimanche
pour dire les amis de Jacques Vergès sont inquiets. Un petit truc. Et là-dessus, Jean-Claude K me téléphone le soir même, l'après-midi, en me disant « Calme-toi, je viens de recevoir un coup de téléphone Jacques, qui m'a engueulé, qui m'a dit « Foutez-moi la paix, je suis pas du tout enlevé par quelqu'un, c'est moi-même qui ne communique pas, et foutez-moi la paix. » Voilà. On s'interrogeait depuis quelques jours sur la disparition de Maître Vergès. Des nouvelles rassurantes. L'avocat a fait parvenir hier un message selon lequel il était en bonne santé et libre. Aucune autre précision sur l'endroit où se trouve Maître Vergès, ni sur les causes de sa disparition. Jamila reçoit un coup de téléphone d'une radio qui lui demande ce qu'elle pense du départ de son mari. Donc, Jamila apprend ça et elle n'est pas très contente. Et moi, je suis là. Et moi, je n'ai rien à dire. Parce que j'en sais rien. Et depuis ce jour-là, on n'a plus de ses nouvelles. Et on ne va pas avoir de ses nouvelles pendant un certain nombre d'années. Après 8 ans de mainmise sans partage par Michel Debré sur la gestion de la Réunion, Des milliers de militants et de travailleurs, l'élection municipale de 1971 va représenter un tournant majeur. 71. C'est là où, pour la première fois depuis des années, des communistes sont élus. Il y a quelques années encore, déclarait ouvertement que... Absent de l'île depuis 2 ans pour cause de fonctions ministérielles, Michel Debré laisse le préfet en poste relâcher la pression policière et limiter l'utilisation de la fraude lors des élections. Une mer profonde. Le résultat ne se fait pas attendre. Paul Vergès est élu maire de la ville ouvrière du port, poumon économique de l'île. Paul Vergès a conquis la mairie du port parce qu'il a su donc galvaniser des forces importantes, structurées au plan syndical. Les dockers étaient une force très importante au port. Et puis, le port aussi, c'est une zone très urbanisée et où il y avait quand même de nombreux bidonvilles. Donc, cette population très défavorisée s'est reconnue en la personne de Paul Vergès. C'était des territoires où il y avait déjà donc les signes d'un affaiblissement disons, du camp de la droite. Quand Paul Vergès est élu à la mairie du port, sa première action, ça a été de dire qu'il faut éradiquer les bidonvilles et donner aux Portois et aux Portoises un logement digne. Et les bidonvilles ont été éradiqués de manière spectaculaire. Il a mené une politique qui a pu servir d'exemple. Après avoir rénové la ville du port, Paul Vergès va occuper le terrain identitaire pour soutenir son combat contre la droite. Connaît qu'il est responsable de cette politique qu'elle a suivie. Il connaît tout ça. Il encourage l'expression culturelle en créole, la langue du peuple, niée par la politique néocoloniale de Michel Debré. S'il ne transporte pas son monde dans les 30 voitures, il ne trouve pas de monde pour venir avec Bouddha. Il y avait dans l'âme de son combat le souci de redonner à chacun sa fierté d'être réunionnais quand beaucoup ont pu ressentir le mépris des métropolitains dans la culture. Tu n'as pas de culture puisque tu parles créole. On me dit non, ça c'est pas une langue ça. Ça c'est un patois. Mais comment il fait pour vivre quand tu travailles, il gagne c'est un bal de riz? Ça c'est pas une langue ça. Faut parler le français. Pilon, quand on a le grand nous mange, quand on apprend nous mange pas. Dans la tête n'importe quel créole, quand ils s'en va à l'école, ils mettent marmaille dans la main, le maître d'école, le maîtresse. Là, le maîtresse, ça montre le marmaille causer. Il dit pas, il s'en apprendre français. Non, il s'en apprendre causer. Il s'en apprendre causer, il s'en apprendre vivre, il s'en apprendre manger, il s'en apprendre construire. Il vient à Montano vivre. Ça, c'était, à mon avis, le premier ressenti de l'oppression coloniale. Avec le créole, le Parti communiste réunionnais stimule la renaissance du maloya, musique des opprimés du temps de l'esclavage,
prohibée par l'État, de peur qu'elle symbolise une revendication indépendantiste ou autonomiste. L'interdit de Maloya. C'est l'interdit de tambour, c'est l'interdit d'africanité, c'est l'interdit de noirceur. Tout ça que n'est pas dans le moule, dans le modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est blanc, catholique. Dodo, dodo, chia, la cala pas moins, mi dodo pas. Dodo, dodo, chia. Quand Maloya est sur la scène, en attendant le discours Vergès, tout le monde découvre Maloya. La première fois où on a produit une troupe de Maloya, c'était à une fête de notre journal témoignal, et on s'est aperçu tout de suite que toute la foule était entrée en transe. À la fin des années 70, à l'image du jeune Daniel Waro chantant le Maloya face à la police, Paul Vergès devient le héros d'une nouvelle génération de plus en plus politisée. En liant la revendication d'autonomie à l'identité réunionnaise, Vergès réussit à renforcer son image de rebelle face à la droite et à l'État français. J'ai été dit comment l'autonomie dans le cadre de la République française. À nous-mêmes, ils gèrent. Et pas la France, pas la gestion depuis la France, depuis Paris, pour ça qui concerne à nous. Pour moi, Vergès, t'es dans ce chemin-là. T'es un chemin insoumis. Insoumission par rapport à un pouvoir, ils sont en tout cas loin là-bas. J'étais quand même un peu inquiet. D'autant plus que quand même, il y avait des gens qui disaient « Mais il est vivant, vous en faites pas ». Et puis il est revenu. Où étiez-vous pendant ces 8 ans? J'étais en moi-même, il est évident que je n'étais pas sur la Lune, que je n'étais pas sur la planète Mars. Je l'ai interrogé, il s'est foutu de ma gueule en me disant ça, c'est chaque homme a son mystère. Bon. Lui et moi, quand même, nous avions un rapport de confiance qui était très grand. Je savais beaucoup de choses sur sa vie, j'avais rencontré sa femme, j'avais rencontré ses enfants. Et je me suis dit, pourquoi vous ne me dites pas, Jacques, où vous étiez? Est-ce que c'est à ce point infamant que vous ne sais pas me dire ce que vous avez fait? Alors je vais vous répondre tout de suite. Ce n'est pas un trou noir, c'est un trou lumineux, mais qui m'appartient. Et il m'a dit, écoutez, je vous le dirai un jour si ça vous amuse, mais il ne me l'a jamais dit, mais vous savez, c'est bien de garder un peu de mystère. J'étais avec des amis. Vous ne pouvez pas répondre. Je ne peux pas répondre. Ce sourire énigmatique qu'il prenait lorsque on lui demandait, lorsque le problème de son absence était mis en cause, c'était aussi un personnage qu'il jouait. Et donc il était devenu celui qui ne voulait pas dire ce qu'il avait fait pendant 7-8 ans. Vous avez eu des nouvelles de lui pendant ces 8 ans? Oh, vous avez toujours des nouvelles. Hein, 1995, je suis allée au Laos. Il y avait ce diplomate qui a vécu très très longtemps au Laos et donc il savait qu'il y avait un Français qui était dans les très proches de ceux qui géraient le Pathet Lao. Donc il m'avait dit, ça n'est un mystère que pour vous, à l'extérieur du Laos. Ici, ça n'est pas du tout un mystère. Bon, il n'a pas voulu m'en dire plus que cela, hein, mais il était tout à fait
sûr de son fait quand il m'a dit ça. Si Jacques Vergès a rejoint le Pathet-Lao en 1970, comme le rapporte l'ancienne ministre Margie Sudre, il a rejoint le mouvement communiste laotien, qui s'est battu contre les Américains pendant la guerre du Vietnam. À la fin du conflit en 1975, le Pathet-Lao a imposé au Laos une autarcie de plusieurs années, qui pourrait expliquer l'absence de documents y démontrant la présence de Jacques Vergès. Disons que je suis revenu très aguerri. Je suis revenu sans doute plus fort, plus indifférent. Je me sens personnellement invulnérable. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Je pense que la victoire de la gauche hier est le début d'une autre ère dans notre pays. Le changement va être considérable. Mitterrand est élu et se pose le problème de l'autonomie. Mitterrand envoie à La Réunion un de ses collaborateurs, Jean Glavany. Et Jean Glavany nous dit la chose suivante. Votre mot d'ordre d'autonomie, il est certainement juste. Mais il est porteur d'une polémique. L'adversaire va se dire, voilà, c'est le séparatisme. C'est Moscou. On n'avancera pas. Et à la place de l'autonomie, il propose la régionalisation, la décentralisation. Oui, mes chers compatriotes, vous voterez pour désigner votre conseil régional. Oui, vous voterez à la proportionnelle. Ils sont prêts à nous donner une décentralisation. Ils sont prêts à créer un conseil régional avec de très larges pouvoirs. Donc c'est un pas qui est fait. Et ça aurait été une erreur historique de dire nous on reste dans notre pureté théorique et finalement débrouillez-vous avec la décentralisation, on ne va pas assumer nos responsabilités. Ne comprend pas trop, nous. Moi, je ne comprends pas. Moi, je me dis, comment? Tout d'un coup, la gauche y rentre. Et ben, nous, est plus français qu'avant. Nous, n'a plus besoin d'autonomie. Depuis hier, c'est nous qui avons voté avec la France. C'est nous qui avons voté comme la France. C'est nous qui voulons le changement avec la France. La dévie pas le tout parce que nous bataillons pendant 20 ans, l'autonomie, bleu, blanc, rouge, c'est la droite. Et nous, notre drapeau, c'est la révolution, c'est le rouge, c'est tout ça là. Même s'il ne veut pas dire grand-chose, même si c'est rien qu'un affaire symbolique, mais l'effort. Et tout d'un coup, faire en val à nous, le bleu, blanc, rouge, comme un drapeau révolutionnaire. Non, mais il ne comprend pas tout ça. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République avec, selon notre estimation, 51,7%. L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République est également un électrochoc pour Jacques Vergès. Comment peut-on avoir la mémoire aussi courte? Comment a-t-on pu oublier le Mitterrand, ministre de la Justice pendant la guerre d'Algérie, qui donna son accord à l'exécution de 45 militants du FLN? On sait que M. Mitterrand a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire cesser le terrorisme et d'opposer la force à la violence. À partir de 1981, la ligne que va s'imposer Jacques Vergès est de mettre la société française face à ses contradictions. Il va devenir l'avocat disrupteur, le défenseur des indéfendables, le procureur de la raison d'État et de l'hypocrisie d'un système qu'au fond, il exècre. C'est-à-dire, je n'aime pas qu'un État, parce qu'il est puissant, essaye d'imposer sa loi aux autres. Et, alors qu'il n'est pas plus propre que les autres, essaie de donner des leçons de morale. Il va s'engager dans des défenses, la bande Abadère, le Magdalena Corp, Carlos, etc. C'est-à-dire dans ce qui peut représenter, quand même à l'époque pour lui, une guerre à la société, parce que je crois vraiment qu'il déteste profondément cette société.
cette société dont il profite beaucoup, dont il est un des participants. Il aime faire la fête, il aime fumer le cigare. Et foutre un peu la merde aussi, c'est pas mal. Cette personnalité israélienne était un agent secret. C'est-à-dire brasser un peu des choses qu'on n'a pas envie forcément d'entendre ou qu'on n'a plus envie d'entendre. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Fidèle au précepte qui veut qu'un procès peut aussi se gagner sur les marches du palais, ce qui fait de lui l'avocat préféré des médias, défileront dans son bureau raffiné de la rue de Vintimille le Palestinien accusé de terrorisme Georges Ibrahim Abdallah, une kyrielle de chefs d'État africains très lucratifs comme Omar Bongo ou Gnassingbé Yadema, jusqu'à Klaus Barbie, l'officier SS, le boucher de Lyon, dans un procès historique qui consolidera définitivement sa réputation de provocateur. Être d'être moral, c'est une affirmation téméraire que je laisse au Tartuffe, aujourd'hui, qui parle des droits de l'homme. C'est un procès dans lequel il va avoir en face de lui, comme partie civile, tout ce qu'il déteste. C'est-à-dire, il n'aime pas les défenseurs des droits de l'homme, il n'aime pas les gens qui se revendiquent de la résistance. Et il va avoir une espèce d'unanimité contre lui qui est forte. Et ça, il aime beaucoup. Et moi, j'ai été amené à l'époque à le défendre. C'est-à-dire à défendre en tant qu'avocat. Dire, mais Barbie a besoin d'un avocat. À la fin de sa carrière, il revient finalement à ses premiers émois de militant anticolonial, lorsqu'il prend la défense de Khieu Samphan, l'ancien camarade communiste étudiant à Paris, lors du procès des Khmers rouges, accusé du génocide du peuple cambodgien. C'est devenu un bazar. C'est devenu un bazar, je m'en vais. La morale, le regard de l'autre, Vergès s'en fout. Seul lui importe sa ligne de conduite. Tout le monde doit être défendu. Je crois qu'il occupait la place du grand avocat, celui que l'on va voir quand tout est perdu. Mais il faut faire la différence entre les clients de Vergès et Vergès. Vergès est un être humain, est un avocat qui défend des personnes humaines qui ont commis des monstruosités parfois. Ça ne fait pas de Vergès un monstre. 1998. Après 50 ans de combat politique, Paul Vergès a enfin le Graal de la Réunion entre ses mains. Paul Vergès savoure sa victoire. Il est élu président de la région. Il a les moyens d'imprimer définitivement sa marque sur notre pays, comme il l'appelle affectueusement. Paul Vergès me dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant ? On participe à toutes les institutions. On est au Sénat, on est à l'Assemblée nationale, on est à la région, au département, dans toutes les communes. Ça veut dire qu'on ne peut plus être un parti révolutionnaire. On accepte toutes les règles du jeu de la République. Mais pour lui, ce n'est pas l'abandon de rêve, c'est l'abandon d'illusion. Et c'est ça la politique. Le temps de l'autonomie et de la renaissance du Maloya sont bien loin. Les rivalités locales vont engloutir les derniers projets de Paul Vergès. Ses idées de tramway propre et de musée des civilisations pour célébrer l'identité réunionnaise. Son rêve de toujours. Dès les années 60, il a cette idée qu'il faudrait qu'il y ait un lieu à La Réunion qui raconte l'histoire du peuplement et puis qu'il soit vraiment une histoire réunionnaise et pas un chapitre dans l'histoire française. On ne peut pas se considérer comme une région de France, de la France continentale. C'est absolument absurde. Et on a toutes ces personnes qui sont venues avec leur religion, avec leur langue, avec leur savoir, avec leurs connaissances. Et on va partir de là pour se projeter à la fois dans le présent et dans l'avenir. La droite a combattu ce projet pour une raison, c'est que pour eux, le talon d'Achille du projet, ça a été la nomination de Françoise Vergès
comme directrice scientifique du projet. Vous avez proposé de retenir 5 Et ensuite, il y a un autre argument de mauvaise foi qui a été vous allez développer le communautarisme en valorisant les différentes civilisations. Ses adversaires auront finalement raison du musée des civilisations. Le chapitre de l'identité et de la diversité réunionnaise selon Paul Vergès est définitivement clos. Restera, au-delà de la construction d'une infrastructure routière essentielle, la vie d'un homme dédié à mettre son pays sur la carte du monde et lui redonner la fierté de sa différence. Sur l'anticolonialisme, les deux avaient une vision. L'un s'appliquant à ses dossiers et l'autre à la politique. À partir des années 85, il y a un contexte qui n'est plus le même. Il doit tenir compte de la réalité qui a changé. Mais il y a une âme qui demeure. Paul voyait Jacques comme une espèce d'éveilleur de conscience. Tu fiches la merde dans les prétoires, c'est très bien. Quand Jacques était le trublion, Paul était le raisonnable. Et Paul était très content que ce soit son frère qui appuie sur les sonnettes et qui parte en courant. Il riait des blagues de Jacques en étant content que ce soit lui qui les ait faites. Pour moi, maloya, ça flaire la manque à moi, tant petit. Pareil, moi, nan habitation, tel en flair, zodi. Pour moi, maloya, ça flaire la manque à moi, tant petit. Pareil, moi, nan habitation, tel en flair, zodi. À moi, mi aime, maloya, la, mon bon Dieu. À moi, mi aime, maloya, la, mon